Elle lui a giflé la vilaine fille du village, sans savoir qu'elle était la fiancée interdite du prince. Elle leva la main et l'abattit sur le visage d'une jeune fille au milieu d'un marché bondé. Le claquement de la gifle résonna contre chaque mur de pierre. Tous les marchands se figèrent. Tous les enfants cessèrent de rire. Et, de l'autre côté de la place, dissimulée sous une simple cape grise, une paire d'yeux sombres observait, la mâchoire serrée, les poings crispés. Car cette fille, celle qui se tenait maintenant silencieuse, une marque rouge s'étalant sur sa joue, les yeux baissés, sans pleurer, jamais elle ne pleurait, lui appartenait. Et personne sur ce marché ne le savait encore. Elle s'appelait Amara. Si vous la croisiez sur la route, vous ne la regarderiez pas 2 fois. C'était voulu. Elle vivait à la lisière du village de Kyle, un ensemble de maisons en terre, de sentiers poussiéreux et d'habitants qui, depuis longtemps, s'étaient fait une opinion les uns des autres et ne voyaient aucune raison de la changer. La mère d'Amara était morte quand elle avait 6 ans. Son père, un tisserand autrefois respecté, l'avait suivi 3 ans plus tard, laissant Amara aux soins d'une tante qui lui reprochait chaque repas et le lui rappelait quotidiennement. À 19 ans, Amara avait appris 3 choses avec une certitude absolue. Premièrement, elle n'était pas belle. Pas selon les critères du village. Sa peau était trop foncée, son nez trop large, ses cheveux trop sauvages. Elle l'avait entendu assez souvent pour ne plus chercher à discuter. Deuxièmement, elle était invisible. Elle avait découvert que l'invisibilité était en réalité utile. Cela signifiait qu'elle pouvait se déplacer dans le monde sans être importunée. Elle pouvait écouter. Elle pouvait observer. Elle pouvait apprendre. Et troisièmement, elle gardait enfouie au plus profond d'elle-même, si profondément qu'elle-même l'oubliait parfois, une promesse qui lui avait été faite bien des années plus tôt, avant même qu'elle ne comprenne ce que signifiait une promesse. Son père le lui avait dit la veille de sa mort, d'une voix à peine audible, « Amara, il existe un contrat scellé à l'ancienne. Quand le moment viendra, ils te trouveront. N'aie pas peur. » Elle avait 9 ans. Elle n'avait pas compris alors. Elle n'était pas sûre de comprendre maintenant, mais elle gardait toujours sur elle le petit seau courbé qu'il lui avait glissé dans la paume cette nuit-là. Elle le portait en pendentif sous sa robe, contre sa peau. Le village ne connaissait pas l'existence du seau. Le village ne savait rien du contrat. Le village ne voyait qu'une fille sans intérêt, aux mains rugueuses et aux vêtements rapiécés, qui vendait des herbes de rivière au marché chaque jeudi et baissait les yeux quand les familles riches passaient, surtout quand Lady Sefa approchait. Lady Sefa était tout ce qu'Amara n'était pas, du moins selon le village. Elle était la fille du gouverneur régional. Elle portait de la soie de 3 couleurs. Ses cheveux étaient toujours coiffés. Elle avait un rire qui emplissait les pièces et une cruauté qu'elle avait appris à déguiser en humour. Depuis plusieurs mois, elle avait aussi décidé qu'Amara était sa cible préférée. Cela avait commencé par de petites choses, un commentaire ici, un piège là, renversant les bottes d'herbe d'Amara au marché et la regardant se démener pour les ramasser. Le village trouvait cela drôle, ou faisait semblant. Personne ne voulait être celui qui défendait une inconnue contre la fille du gouverneur. Et Amara, fidèle à tout ce qu'elle avait appris, ne disait rien. Elle gardait les yeux baissés, reconstituait son petit tas d'herbe, rentrait chez elle. Mais ce jeudi-là, tout changea. La matinée avait pourtant bien commencé. Amara avait vendu plus que d'habitude. Un marchand itinérant avait acheté toutes ses bottes de racines de fièvre séchées, disant que c'était la meilleure qu'il ait vue en dehors de la capitale. Elle avait souri, sincèrement, ce qui était rare, et rangeait son panier vide quand une ombre s'étendit sur son étal. Sefa arriva comme une tempête. On sentait le changement dans l'atmosphère avant même qu'elle n'apparaisse. Elle était accompagnée de 3 amies ce jour-là. Elles étaient toujours plus vicieuses quand il y avait du public. « Oh » dit Sefa, regardant l'étal vide d'Amara avec une surprise exagérée. « Quelqu'un a vraiment acheté tes mauvaises herbes aujourd'hui ? C'est adorable. Même la charité doit bien commencer quelque part, je suppose. » Rire des amis. Amara ramassa son panier, ne dit rien. Mais Sefa se pencha, et sa voix devint assez basse pour qu'Amara seule l'entende. Elle dit quelque chose qui franchit une ligne jamais franchie auparavant. Elle prononça le nom de la mère d'Amara et en rit. Quelque chose se brisa dans la poitrine d'Amara. Pas de la colère,
pas du chagrin, quelque chose de plus ancien et de plus silencieux que les deux. Elle leva les yeux pour la première fois, peut-être la première fois depuis des années, et regarda directement Sefa. Sefa, peu habituée à être regardée ainsi par quelqu'un qu'elle considérait comme son inférieur, sentit quelque chose vaciller en elle, quelque chose qu'elle n'aurait jamais avoué être de la peur. Alors elle le dissimula de la seule manière qu'elle connaissait. Sa main se leva, puis s'abattit. La gifle retentit comme un coup de tonnerre. Amara resta parfaitement immobile. Le marché était figé. Une fine ligne de sang perla au coin de ses lèvres. L'empreinte rouge des doigts sur sa joue. Ses yeux toujours ouverts, toujours calmes, toujours fixés sur Sefa avec ce calme insupportable. Sans pleurer. Jamais elle ne pleurait. Et, du bord du marché, à moitié caché par l'ombre d'une bâche verte, un homme sous une cape grise fit un pas en avant, puis s'arrêta. Pas encore. Ses mains tremblaient. Il s'appelait Kyle Durand. Oui, le village portait le nom de sa famille. Son arrière-grand-père l'avait fondé comme une halte. Son grand-père avait construit la route. Son père régnait sur un royaume qui s'étendait sur 3 provinces et était actuellement déchiré par une crise de succession, car le roi avait 3 fils et un seul trône, et refusait, pour des raisons politiques, de désigner un héritier. Kyle était le 2e fils, le discret, celui que la cour sous-estimait. Il voyageait en secret depuis 6 semaines, non pour fuir, mais pour chercher. Car, 3 mois plus tôt, l'archiviste en chef de son père avait découvert quelque chose d'enfoui dans les plus anciens coffres du palais, un contrat de mariage rédigé 40 ans plus tôt entre le roi d'Oran et un homme nommé Eban, du village de Kyle, un tisserand d'une habileté peu commune qui avait autrefois sauvé la vie du roi sur une route oubliée. Le contrat était scellé de cire royale, signé dans le sang. À l'ancienne, de manière irrévocable. Il promettait que la première fille née de la lignée d'Eban serait donnée en mariage au 2e fils du roi. Au début, Kyle fut furieux. Promis comme une parcelle de terre, comme une clause de traité à une fille qu'il n'avait jamais rencontrée, dans un village dont il avait à peine entendu parler. Il fit irruption dans ses appartements et exigea que le contrat soit annulé. Son père le regarda avec ses vieux yeux fatigués et dit, « Relis le sceau, Kyle. Ce n'est pas à moi de le dissoudre. » Il a été conclu entre 2 hommes qui n'avaient plus rien à s'offrir que leur parole. Si tu le brises, tu brises la parole de ce trône, et ce trône n'a plus beaucoup de choses intactes. Kyle relut le sceau. Il partit le lendemain matin. Il se dit qu'il venait évaluer la situation, trouver la fille, juger si le contrat pouvait être discrètement annulé, laisser une somme d'argent généreuse et retourner à ses vrais problèmes. Il ne s'attendait pas à Amara. Il était arrivé au village de Kyle 9 jours plus tôt. Il l'avait observée au marché. Cette fille calme et discrète qui se déplaçait comme si elle essayait d'occuper le moins d'espace possible. Qui connaissait chaque herbe par son nom latin, son nom commun et les anciens noms que même les médecins itinérants avaient oubliés. Qui glissait des bottes supplémentaires aux vieilles femmes à court de pièces et faisait semblant de ne pas remarquer leurs remerciements. Il l'avait suivie jusqu'à la rivière une fois, restant assez loin pour ne pas être vue. Elle s'était assise sur un rocher, avait enlevé ses chaussures, laissé traîner ses pieds dans l'eau et parlait doucement au courant, non pas en priant, mais comme si la rivière était une vieille amie à qui elle rendait visite. Il était resté dans les arbres plus longtemps qu'il ne l'aurait dû. Il s'était dit qu'il évaluait encore la situation. Il se mentait à lui-même. Puis, ce jour-là, le marché, la gifle, le sang au coin de ses lèvres, et ses yeux qui ne sciaient pas, ne suppliaient pas, ne se brisaient pas. Maintenant, il fit un pas en avant. Là assez. Un seul mot, calme. Mais il traversa le marché comme une pierre jetée dans une eau tranquille. Des ondulations dans toutes les directions. Tout le monde se retourna. L'homme à la cape grise avait rejeté son capuchon en arrière. Et quelque chose se produisit qu'Amara n'avait jamais vu dans la place du village. Lady Sefa devint pâle. Pas rose, pas rougissante, pâle, de la couleur d'une fleur fanée, car elle l'avait reconnue. Elle s'était rendue 2 fois à la capitale régionale pour les fonctions officielles de son père. Elle s'était tenue dans la grande salle. Elle avait vu les portraits royaux. Elle connaissait ce visage. V. Ne dis pas ce titre en public quand tu viens de lever la main sur quelqu'un en public. Sa voix était toujours calme.
D'une certaine manière, cela rendait les choses pires. Il traversa la foule qui s'écartait jusqu'à se tenir à côté d'Amara. Pas devant elle, à côté. Il la regarda, vraiment, comme il l'avait observée de loin pendant 9 jours, sauf qu'il n'y avait plus de distance, et quelque chose passa entre eux, quelque chose qu'aucun des deux ne savait encore nommer. « L'as-tu mal ?» Elle le regarda. Ses sourcils se froncèrent légèrement, comme quand elle recalculait quelque chose. « Je ne vous connais pas. »« Non, je sais. Mais je vous connais, et nous avons des choses à discuter, si vous le voulez bien. » Il plongea la main dans sa cape et tendit quelque chose de petit. Un sceau gravé, identique à celui qu'elle portait contre sa peau. L'air quitta ses poumons. Une note tenue, haute et claire. Sa main se porta instinctivement à sa poitrine, vers le cordon sous sa robe. « Mon père me l'a donné, murmura-t-elle. Et le mien me l'a donné à moi. Ils ont fait une promesse il y a longtemps, Amara. J'ai passé des semaines à me demander si je devais l'honorer. » Il marqua une pause. « Et maintenant, j'ai fini de me décider. Bien sûr, ce n'était pas si simple. Rien ne l'est jamais. » Les mots se répandirent comme ils le font dans les petits endroits, comme un feu dans l'herbe sèche. À la nuit tombée, tout le village était au courant. Au matin, un cavalier était parti pour la capitale. Et en 3 jours, le frère aîné du prince Cal, le prince d'Avan, arriva. D'Avan était tout ce que Cal n'était pas, du moins selon les critères de la cour, plus bruyant, plus poli, avide de pouvoir et profondément conscient que si Cal sécurisait un mariage contraignant, surtout scellé par la tradition des anciens contrats de sang, cela lui donnerait un ancrage légal et social qui pourrait faire pencher la succession en sa faveur. Il arriva avec 12 soldats et un document du Conseil royal suggérant que l'ancien contrat était historiquement intéressant, mais juridiquement douteux. Il arriva aussi avec une autre sorte d'arme. Il regarda Amara à travers la salle de réception du gouverneur, où cette réunion inconfortable avait été organisée, et lui sourit de toutes ses dents. « Mon frère a toujours eu un cœur romantique, dit-il avec douceur. Mais sûrement, ma chère, vous comprenez les réalités pratiques. Une fille de village, un contrat de mariage rédigé à la hâte il y a 40 ans. Cela ne tiendra jamais devant un tribunal. » « Quel tribunal ?» demanda Amara. D'Avan cligna des yeux. « Je vous demande pardon ? Quel tribunal ?» répéta-t-elle calmement. Car le contrat avait été scellé sous le droit de la dette vivante, non sous la loi civile. Ce droit ne relève pas de la juridiction du Conseil royal. Il relève du pacte des anciens, qui précède le Conseil de 200 ans et ne peut explicitement être révisé ou dissous par quiconque, pas même le roi lui-même. Silence. « Comment savez-vous cela ?» demanda d'Avan lentement. « Mon père était tisserand, dit Amara. Mais avant cela, il était érudit. Il m'a laissé ses livres. J'ai eu beaucoup d'années tranquilles pour les lire. » Du coin de la pièce, Kyle l'observait, et voilà, cette chose qu'il ne savait pas encore nommer grandissait, plus forte. Cette nuit-là, il la retrouva près de la rivière. Elle était assise sur son rocher, les pieds dans l'eau. Mais elle ne parlait pas au courant ce soir-là. Elle attendait. Il s'assit à côté d'elle. Pas à la distance d'un prince, pas à une distance formelle, juste à côté. Pendant un moment, aucun des deux ne dit rien. Puis, « Tu n'es pas obligé de faire cela, dit-il. Le contrat lie mon honneur, pas mon cœur. Ce sont des choses différentes. » Il réfléchit. Et si ce n'était pas différent ? Et si, pour une fois, je les laissais être la même chose ? Elle le regarda. Tu ne me connais pas. Je t'observe depuis 9 jours. Ce n'est pas la même chose que connaître. Non, je sais. Ce n'est pas la même chose, mais c'est un début. Et je pense, il s'interrompit, essaya de nouveau. Je pense que tu as passé beaucoup de temps à être ignoré par des gens qui ne méritaient pas de te voir. Je pense que tu t'es faite petite pour survivre, et je pense que tu es l'une des personnes les moins petites que j'ai jamais rencontrées. Quelque chose traversa son visage, quelque chose qu'elle essaya vite de dissimuler. Il le remarqua. Le contrat nous donne un cadre, dit-il doucement. Ce que nous construisons à l'intérieur, c'est à nous.
Cela peut être tout ou rien, mais j'aimerais avoir la chance de le découvrir, si tu le veux. Elle resta silencieuse un long moment. Puis elle souleva le cordon de son cou, tendit le seau dans sa paume entre eux. Il sortit le sien aussi. Deux moitiés d'une même promesse, faite par deux hommes sur une route oubliée, il y a bien longtemps. Elle referma ses doigts sur les deux. Ne me fais pas regretter cela. Je passerai le temps qu'il faudra à m'assurer que tu ne le regrettes pas. Lady Sepha fut écartée de sa position sociale 6 semaines plus tard, non par décret royal, mais par le retrait silencieux de chaque personne du village qui avait observé sa cruauté et était restée silencieuse trop longtemps. Certains silences, il s'avère, ont une date de péremption. La contestation juridique du prince d'Avan fut rejetée en 12 minutes par le tribunal du pacte des anciens. Il quitta le village sans dire au revoir à son frère. Le roi, quand il entendit toute l'histoire, ne dit rien pendant longtemps. Puis il dit « Ton grand-père l'aurait aimé. » Et Kyle, pour la première fois depuis longtemps, sourit à son père. Quant à Amara, elle ne se fit plus jamais petite. Non pas à cause d'un titre, d'un palais ou de la protection d'un prince, mais parce qu'elle avait enfin compris ce que son père avait essayé de lui dire cette dernière nuit. La promesse n'avait jamais été une transaction. C'était un homme qui savait que sa fille était extraordinaire et voulait s'assurer que le monde finirait par être d'accord. Elle porta les deux sceaux à partir de cette nuit-là. Un pour son père, un pour ce qui viendrait ensuite.